tous, bienvenue à cette table ronde organisée par La Tribune à l'occasion du prix 10 000 startups pour changer le monde 2021. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Auvergne-Rhône-Alpes et notamment à Lyon et Grenoble pour un échange autour des clean tech et des défis du passage à l'échelle. Avec un objectif, se demander au lendemain de la crise sanitaire du Covid-19 comment nos jeunes clean tech peuvent se saisir d'un tel épisode pour accélérer et passer à l'échelle dans le domaine de la transition énergétique. Alors, on l'a observé au cours des dernières semaines, et notamment au sein du plan France Relance porté par le gouvernement français, la question de la transition écologique, et notamment celle de la réduction de l'empreinte carbone, est devenue un axe stratégique qui pourrait, et c'est l'ambition avancée, porter l'économie de demain. Alors, pour évoquer ces questions, j'accueille avec moi aujourd'hui Raphaël Meyer, membre du COMEX de French Tech in the Alps et cofondateur de Lança Energy Storage. Bonjour. Bonjour. Alors, à vos côtés également, Elisabeth Loget, déléguée générale du pôle de compétitivité dédié à la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes Ténerdis. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et également Gilles Moreau, responsable de l'industrialisation et cofondateur de Vercor. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Ainsi que Nicolas Bardy, président de Sylfen, une société iséroise spécialisée dans la production et le stockage de l'énergie dans le domaine du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer tout d'abord par une question à Elisabeth Loget du pôle Ténerdis. Votre pôle de compétitivité se place justement en plein cœur de la transition et des questions de l'énergie notamment. Est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi la région Auvergne-Rhône-Alpes occupe une place si importante dans le domaine de l'énergie ? Effectivement, voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes a une place absolument essentielle et centrale aujourd'hui autour des sujets de transition énergétique. Tout d'abord parce que c'est la première région décarbonée d'Europe, puisqu'en particulier, grâce à la production d'énergie hydraulique que nous avons, ça nous confère même une capacité d'exportation tout à fait intéressante au niveau de la région. Donc ça, c'est la capacité intrinsèque de la région à engager gérer des énergies renouvelables en particulier. Le deuxième sujet, c'est la filière et les emplois qui sont attachés à cette énergie. On a une estimation autour de 300 000 emplois, directs et indirects, induits, qui sont dans ces domaines-là, avec donc des filières fortes comme l'hydroélectricité, mais aussi des filières qui sont en pleine croissance, comme l'hydrogène. Et bon, et en plus, on a une région qui est extrêmement forte en termes de nombre de chercheurs et en nombre d'instituts de recherche, des grands groupes également présents. Et donc, on a voilà, toute la dynamique qu'il faut pour développer la transition énergétique dans la région. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Là, je vais me tourner aussi vers Raphaël Meyer, parce que Raphaël, vous représentez l'écosystème des startups avec votre casquette du COMEX de French Tech in the Alps, qui est l'une des 13 capitales French Tech labellisées, on le rappelle, aux côtés de Lyon, Saint-Étienne. Finalement, quelle place prend plus précisément ce secteur des clean tech dans l'écosystème des startups régionales ? Oui Marie, merci. Très bonne question. Il est central. Il est central. Dernièrement, la dimension de Tech for Good a été reprise comme vraiment une des pierres angulaires de l'engagement de French Tech in the Alps et comme une volonté affirmée d'être exemplaire parmi ces différentes innovations. Elisabeth l'a dit, hein, on est sur des territoires où il y a une vraie histoire derrière, il y a des vraies histoires industrielles, certaines étant très anciennes, ça peut remonter à la fin du 19e siècle avec l'hydroélectricité. Et puis effectivement, aujourd'hui, territoire extrêmement riche d'un point de vue académique, avec des centres de renommée mondiale comme le CEA, qui non seulement forment beaucoup de jeunes étudiants, que ce soit au travers de thèses, au travers de leurs premiers emplois, et qui derrière vont irriguer un écosystème de start-up. Gilles en est un très bon exemple, Nicolas en est également un très bon exemple. Et effectivement, la dimension de vouloir faire mieux que la moyenne et une dimension véritablement citoyenne qu'on va aussi trouver derrière pas mal de ces initiatives qui, au départ, peuvent être très technologiques, embarquer des techno deep tech, mais in fine, être exécutées dans une dimension de participer à une société meilleure. Alors, à vos côtés, justement, on a Nicolas Bardy, vous veniez de le citer. C'est une illustration aussi de cet écosystème. Nicolas, vous avez choisi de vous intéresser au stockage de l'hydrogène dans le bâtiment cette fois et pas dans les mobilités comme on pourrait parfois l'attendre. Est-ce qu'on peut revenir sur votre ambition de départ qui vous pousse finalement à passer d'un chiffre d'affaires de 1 million à 10 millions d'ici 2023 ? Oui, alors effectivement, Sylfen est une entreprise assez originale. On a développé une solution hydrogène
dont l'objectif est de permettre aux propriétaires de bâtiments de réussir leurs objectifs de transition énergétique. En associant cette solution de stockage d'énergie avec des énergies renouvelables produites localement, notamment des panneaux solaires, on arrive à finalement produire l'essentiel de l'énergie sur site. C'est du circuit court, c'est évidemment de l'énergie verte. Et le défi, c'est d'arriver à alimenter ces bâtiments avec une énergie qui, au final, est moins émettrice de CO2 et, au final, également moins chère. Alors, ce marché, à l'échelle européenne, il est gigantesque. On l'a calculé à un marché adressable de plus de 4 milliards d'euros. Et chez Sylfen, aujourd'hui, on a un premier produit qui est prêt, un site industriel au Chéla, à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. On a nos premiers contrats signés pour des bâtiments résidentiels, pour des bâtiments plutôt de bureaux. Mais on a également plein d'autres projets sur différents types de bâtiments, des bâtiments publics, des bâtiments industriels, des centres sportifs, des supermarchés. On commence à travailler sur le secteur de la logistique. Et donc, il y a un potentiel de déploiement absolument extraordinaire. Donc, on développe aujourd'hui vraiment notre approche commerciale, à la fois en France, mais également dans 5 autres pays européens, donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Et voilà, la French Tech in the Alps, c'est effectivement un peu un cœur de l'Europe d'un point de vue des technologies nouvelles, à la fois du logiciel, de l'électronique, mais également des nouvelles énergies. Et l'objectif, c'est vraiment de développer de l'activité industrielle sur le territoire pour aller adresser des besoins de la transition énergétique, d'abord partout en Europe, puis à l'échelle mondiale. Alors, on reviendra dans quelques instants sur la manière d'y parvenir et sur les moyens que vous allez vous fixer. Juste avant, on va évoquer aussi la situation de Gilles Moreau et la jeune pousse Vercors, dont les ambitions sont de bâtir une gigafactory de taille européenne qui ont fait noircir des colonnes au cours des dernières semaines, y compris les nôtres. Alors, Gilles, vous vous positionnez comme un facilitateur pour l'industrialisation des batteries électriques à venir, mais pas nécessairement comme une start-up destinée à provoquer une innovation de rupture. Pourquoi avoir choisi ce segment des clean tech et plus particulièrement des batteries avec un positionnement comme celui-ci? Le thème des clean tech, c'est un thème très actuel. Le climat, c'est le vrai challenge de notre génération. Moi, il se trouve que ça fait presque 20 ans que je travaille dans ce domaine. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens qui sont déjà autour de la table aujourd'hui. Et donc, chez Vercors, nous, on pense qu'il ne faut pas attendre une technologie disruptive, surtout dans notre domaine, pour s'attaquer aux thématiques des clean tech. Et donc, en particulier, ce qui nous importe beaucoup, c'est la thématique de l'industrialisation. Et donc, en l'occurrence, c'est bien sur cette thématique de l'industrialisation que nous, on a décidé d'innover. Donc, en augmentant les rendements, en diminuant les déchets et en travaillant donc sur la compétitivité, mais vraiment à un niveau industriel. C'est pour ça que nos premiers partenaires, ce sont Schneider Electric et puis Capgemini. Mais il y a bien quand même une idée très claire d'innovation là-dedans, parce qu'on est déjà sur 15 brevets en cours de dépôt sur ces thématiques-là. Donc, on ne peut pas seulement parler d'innovation sur le produit, mais bien sur l'industrialisation. Et d'ailleurs, pour rester dans le thème des clean tech, on ne veut pas reproduire les erreurs du solaire, parce que sur le solaire, on a beaucoup pensé qu'il fallait laisser les technomatures être industrialisées ailleurs, donc en l'occurrence en Asie, et qu'on se rattraperait sur les technologies disruptives suivantes, ce qui n'a pas été vraiment une recette qui a fait ses preuves jusque-là. Donc, monter un projet industriel, pour nous, quelle que soit sa taille, et c'est le cas dans le cadre de la French Tech, c'est le cas dans l'écosystème local, ça a une vertu en soi, que ce soit un projet de la taille imposante d'une gigafactory ou des projets plus classiques. Et ça a vraiment une vertu de lancer un élan, de structurer l'écosystème, et c'est clé dans un domaine comme celui du climat.
Alors justement, après ces quelques mots d'introduction, on va rentrer dans le cœur du sujet et notamment sur pourquoi ce passage à l'échelle peut être important dans le domaine des clean tech et particulièrement complexe parfois. Je vais demander déjà à Raphaël Meillard de nous dire un petit peu, on ne peut pas parler de clean tech sans évoquer l'aspect de la réglementation et peut-être aussi des incitations in fine du gouvernement qui sont parfois liées à cette réglementation d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ça demeure un fort enjeu dans ce domaine? C'est une question tout à fait importante. De fait, en règle générale, quand il y a de l'innovation qui est proposée par le marché, une entreprise, une start-up, cette innovation a tendance à être en avance de phase par rapport à la réglementation. C'est normal, la réglementation se base plutôt sur le passé et l'innovation, c'est plutôt l'avenir. Donc, on peut avoir parfois des zones grises qui peuvent être assez impactantes pour telle ou telle technologie. Je pense que Nicolas, typiquement, dans son activité, rencontre cette thématique souvent, puisque effectivement, aujourd'hui, on compose avec des nouvelles technologies pour lesquelles le bâtiment traditionnel n'était pas forcément compatible, etc. Et ça peut être des freins tout à fait majeurs, parce qu'on peut toujours s'adapter à de la réglementation, mais ça peut être très contraignant, ça peut être très cher. Parfois, on va vraiment répondre à des enjeux normatifs qui sont totalement absurdes par rapport à la technologie nouvelle qu'on est en train de faire. Et bien entendu, ça peut bloquer le marché. Et évidemment, ce qui est plutôt, aura plutôt tendance à protéger les solutions anciennes et évidemment pénaliser les nouvelles. L'aspect des aides fonctionne un petit peu de la même façon, pour les mêmes raisons d'ailleurs. On va plutôt avoir tendance à avoir des mécanismes d'aide qui sont placés sur des technologies qui sont très éprouvées ou aussi peut-être plus fiables, avec plus de retours d'expérience. Donc, c'est raisonnable d'imaginer cela, mais il faut vraiment laisser la possibilité à des nouveaux acteurs qui sont les jobs industriels de demain. On est sur des logiques généralement exemplaires d'un point de vue production. Gilles l'a dit, Nicolas l'a dit. En règle générale, ces jeunes pousses vont avoir tendance à produire à proximité de leur territoire de référence. Et donc, il est essentiel que sur ces deux enjeux, de la réglementation, il puisse y avoir par de l'expérimentation et des aides, mécanismes de subvention, il puisse y avoir également une part à ce que ces nouvelles approches puissent justement apporter les résultats qui permettront demain d'établir et les meilleures réglementations et des politiques plus globales. On va justement prendre un exemple concret. Nicolas, est-ce que la réglementation du secteur du bâtiment a été un enjeu fort pour vous ou parfois même une opportunité pour Sylfen? Alors oui, c'est évidemment un enjeu très fort. C'est d'abord un vrai moteur du changement. Je pense que pendant des années, la réglementation thermique du bâtiment a progressé relativement lentement et avec des acteurs qui ont plutôt essayé de freiner ces évolutions réglementaires tirées finalement par la prise de conscience du changement climatique. Tout ça, c'est derrière nous. Les choses accélèrent énormément dans les réglementations européennes comme nationales. Et aujourd'hui, on ne construit plus un bâtiment en 2021 comme on pouvait le construire au XXe siècle. Et ce changement de paradigme, il est clair, il est évident, il n'y aura pas de retour en arrière et la réglementation joue un rôle central dans cette dynamique. Après, il y a un deuxième volet, c'est ce que disait Raphaël, c'est qu'on a un problème de poulet d'œuf. Donc, pour prendre un exemple extrêmement concret, en Europe, on a effectivement tendance à avoir des réglementations qui s'appuient sur ce qui est faisable aujourd'hui. Ce qui est faisable aujourd'hui à grande échelle, tel que vu par les grands acteurs du monde économique, bah, ce n'est forcément pas ce qui est proposé à l'échelle pilote par des startups. Et donc, on va se retrouver avec des réglementations qui bloquent des innovations parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'anticiper sur les produits de demain. Et donc, tant que ces produits n'existent pas, bah, effectivement, on ne va pas pouvoir, par exemple, forcer tous les bâtiments à développer des solutions de production locale d'énergie avec du stockage à partir du moment où on ne sait pas trouver ces solutions de stockage de manière industrielle en grand volume à un prix acceptable pour rendre possible le fait de respecter cette réglementation. Inversement, si on continue à dire bah, vous inquiétez pas, mettez des panneaux solaires sur votre toit, tout ça va être racheté par les grands acteurs de l'énergie et puis au final, ce tarif de rachat, il sera compensé par une taxe sur l'ensemble des consommateurs. Ben, aucun business case de stockage de l'énergie
ne peut se déployer, puisque évidemment, si on vous rachète votre énergie plus chère que ce que vous la payez pour la consommer, ben, vous n'avez aucun intérêt à la stocker. Résultat, on se retrouve dans une situation absurde. Moi, je suis intimement convaincu, et je pense que la plupart des acteurs du stockage de l'énergie aussi, mais en particulier maintenant qu'on sait faire des solutions de stockage pour les bâtiments qui associent des batteries et de l'hydrogène, on peut viser avant 2030 l'objectif qu'un bâtiment alimenté en local par du solaire ou d'autres sources d'énergie renouvelable avec du stockage aura une énergie à la fois plus décarbonée et moins chère que simplement en achetant son énergie sur les réseaux. Il y a quelques années, on parlait du fait que l'énergie solaire allait arriver à ce qu'on appelle la parité réseau. Des gens n'y croyaient pas. Évidemment, les acteurs du solaire y croyaient. Aujourd'hui, on est bien en dessous de la parité réseau. Eh ben, le renouvelable avec stockage, il va arriver extrêmement vite avant 2025 à la parité réseau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait réglementairement pour encourager ces usages, favoriser d'un point de vue économique le développement de ces solutions? L'enjeu, c'est vraiment, le bâtiment a été un des problèmes principaux du changement climatique pendant toutes ces dernières années. C'est à peu près 30% de la consommation d'énergie en Europe, plus de 30% des émissions de CO2. Et ce qu'on peut faire en déployant du renouvelable et du stockage sur les bâtiments, c'est transformer tous ces bâtiments en solutions pour aider à accélérer la transition énergétique. C'est un enjeu majeur et maintenant, il faut avancer. J'ajoute qu'à ce sujet-là, il y a la RE 2020, 2020 comme on dit, qui pourrait probablement vous y aider. Là, c'est un incitatif. Alors, tout à fait, cette réglementation, elle va dans le bon sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne va pas encore assez loin. Notamment, elle n'encourage pas encore suffisamment le développement des solutions de stockage de l'énergie. Et puis, on peut avoir un écart entre, d'un côté, la réglementation du bâtiment, ce qui est autorisé, pas autorisé, et de l'autre côté, les modèles économiques, c'est-à-dire les systèmes incitatifs qui vont permettre de lancer l'industrialisation et le déploiement des solutions. Et c'est cette mise en cohérence, on va dire, entre la politique du bâtiment d'un côté, la politique de l'énergie de l'autre, qu'il faut arriver à mettre en route aujourd'hui. Alors justement, je me tourne aussi vers Gilles Moreau. Gilles, pour Verkor, vous vous inscrivez aussi dans un écosystème encore naissant, on peut dire, de la production de batteries à grand volume. Est-ce que le volet réglementaire peut être un frein ou un incitatif dans votre cas? Comment ça s'adapte à votre situation? Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, il est surtout incitatif. Il est même très incitatif parce que d'un côté marché, on a les réglementations CO2 pour les véhicules qui facilitent beaucoup les ventes de véhicules et donc évidemment agrandissent le marché de la batterie lui-même. Et puis par ailleurs, côté production de batterie, en décembre dernier, on a eu la proposition de réglementation européenne sur la batterie qui doit s'appliquer. Alors c'est une réglementation, c'est pas indicatif, ça doit s'appliquer à tous les pays membres à l'identique. Et ça va clairement dans le sens d'une décarbonation, pardon. Et ça va aussi vers plus de résilience locale. Et ça, c'est les fondations qu'on avait imaginées il y a plus d'un an avant pour Verkor. Donc en gros, les orientations de ce texte européen, c'est, pour reprendre les plus parlantes, c'est la traçabilité des matériaux et de l'empreinte carbone avec une création d'un passeport batterie. Donc ça, c'est super important. C'est d'ailleurs, on espère que ça sera repris pour d'autres produits, mais la création d'un passeport qui embarque l'origine des matériaux et puis la quantité de CO2 pour sa création, c'est clé dans plein de domaines. Et là, on le fait sur la batterie, donc c'est super. Après, dès 2026, je crois, il y a une limitation de l'empreinte carbone. Et dès 2030, il y a une obligation d'intégrer des matériaux recyclables dans la fabrication de la batterie. Donc ça clairement, ça désavantage les pays qui font du dumping social et environnemental, parce qu'ils ne pourront pas du tout vendre leurs batteries sur le sol européen, les Français, du coup, par construction. Et à l'inverse, ça favorise la France et son mix électrique qui est peu carboné. Et puis pareil, son socle social qui est fort. Et les entreprises comme la nôtre qui font le choix dès le départ de ces valeurs fortes, que sont l'efficacité industrielle, la traçabilité, le recyclage, le partage un peu global de la valeur créée, et ben ça nous incite et ça nous avantage par construction. C'est vraiment incitatif.
Alors justement, on va revenir sur le terrain des aides et des financements possibles. Elisabeth, vous êtes à la tête d'un pôle de compétitivité qui gère également les appels à projets européens. Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain du financement? Est-ce que les fonds, on peut dire aujourd'hui, qu'ils sont disponibles, notamment dans l'Europe, mais aussi dans le cadre du plan France Relance, par exemple, si on revient au niveau national en parallèle, ou est-ce qu'il existe des trous dans la raquette aujourd'hui? Effectivement, le plan France Relance qui s'est inscrit l'année dernière a mis en perspective pas loin de 30 milliards d'euros, pardon, spécifiquement sur tout ce qui est accompagnement de la transition énergétique, avec des enveloppes très significatives sur la rénovation des bâtiments, sur l'hydrogène, où il y a un budget qui a été déclenché de plus de 7 milliards d'euros à horizon 2030. Et puis des sujets comme la décarbonation de l'industrie. Donc il y a des vrais enjeux et des vraies incitations fortes aujourd'hui qui sont mises sur la partie transition énergétique. Il y a aussi des enjeux forts et des financements forts qui ont été mis sur la compétitivité et l'innovation, avec 11 milliards d'euros déclenchés dans le cadre des plans d'investissement d'avenir, phase 4. Donc ce sont des investissements structurels, plus des investissements également sur les sujets d'emploi et de formation. Ce qui est clair aussi, c'est qu'en parallèle de ce qui est fait au niveau français, la même dynamique est enclenchée au niveau européen. Et aujourd'hui, on a tous les appels Horizon Europe, qui donc sont la prochaine vague des appels à financement européens, qui sont en train de sortir petit à petit, mais avec aussi parfois, et là on va venir sur finalement comment on accède à ces fonds, souvent une complexité parce que ces appels à projets sont extrêmement nombreux, très catégorisés, très sectorisés. Il faut faire appel à des acteurs comme les pôles pour comprendre finalement quels sont les bons appels à projets sur lesquels chaque entreprise peut candidater. Typiquement, on va organiser, nous, une série de webinaires avec mon équipe pour partager sur les sujets batterie, les sujets hydrogène, méthanisation, photovoltaïque, réseau intelligent, etc. Finalement, quels sont les bons appels à projets sur lesquels les entreprises peuvent candidater. Et l'accompagnement là-dessus est essentiel parce que c'est un vrai métier sur ces projets européens. Si je reviens un peu plus sur la France, pour un peu rebondir aussi sur ce que disait Nicolas, on a aujourd'hui un certain nombre de projets qui ont été enclenchés, d'appels à projets qui ont été enclenchés sur la méthanisation, sur l'hydrogène, et ceux sur le bâtiment vont probablement arriver bientôt. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment à décloisonner ces différents secteurs et faire en sorte que, par exemple, quand on fait des appels à projets bâtiments, mais ça rejoint aussi les possibilités d'expérimentation, on intègre vraiment l'énergie et les différentes typologies d'énergie dans les possibilités de ces appels à projets pour faire en sorte que voilà, on ne reste pas un peu sur des technologies finalement ou des secteurs technologiques relativement éprouvés finalement, mais en restant un peu dans le même monde, et qu'on arrive à décloisonner le bâtiment avec l'hydrogène et avec le solaire, l'agriculture avec le biogaz ou l'hydrogène également, et tous ces enjeux de ville durable avec les logiques de réseau intelligent. Donc il y a un vrai enjeu et c'est là-dessus que nous on œuvre pour justement essayer de boucher ces trous et d'alimenter les futurs appels à projets qui sont en train de sortir aussi pour l'année prochaine. Justement, j'ai envie de reprendre ce mot décloisonné pour poser la question à Nicolas. Il y a à la fois le financement dont on vient de parler, fait de subventions, etc. Mais on a des acteurs comme Sylfen et bien d'autres qui vont aussi vers la levée de fonds. Sylfen s'apprête à lever 4 millions prochainement. Est-ce que finalement, le modèle de financement pour passer à l'échelle, c'est appuyer sur de la subvention, sur du capital de risque, ou au contraire même sur des préventes parfois ou des partenariats commerciaux? Alors oui, tous les systèmes d'aide sont extrêmement précieux et permettent d'aider à avancer. On vient de recevoir la notification d'une aide accordée à Sylfen dans le cadre d'un des innombrables volets du plan de relance avec un soutien au développement industriel de Sylfen qui s'appelle Territoire d'industrie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est très content de ça. Néanmoins, on est une boîte d'énergie et le moteur de la croissance et du développement d'une start-up, c'est vraiment son capital. Donc oui, avoir de l'investissement en capital pour recruter, développer les produits, développer le commerce, préparer l'industrialisation, c'est un enjeu critique.
Alors, ce capital, il peut être apporté effectivement par des fonds de capital risque. Malheureusement, en France aujourd'hui, encore trop de fonds qui sont trop petits et qui sont insuffisamment, on va dire, incités à aller soutenir des aventures assez disruptives. Et donc ça pose problème. Enfin, si on se retrouve avec des capitaux risqueurs qui n'ont pas assez de capitaux et qui n'aiment pas le risque, et ben, ça bloque un peu le système. Heureusement, le capital, il peut être aussi amené par des fonds internationaux, par des entreprises qui de plus en plus soutiennent le développement industriel de start-up. Et ce n'est pas forcément des très grands groupes. Il y a tout un tissu d'entreprises de taille intermédiaire qui ont bien compris que dans la connexion avec les startups, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. C'est des acteurs qui sont, on va dire, plus réactifs et puis sur lesquels on peut avoir des synergies industrielles, des synergies commerciales et évidemment trouver ce fuel nécessaire à l'accélération de la croissance des startups. Alors justement, pour faire le pont, on ne peut pas non plus parler financement sans évoquer les objectifs importants de Verkor, qui est aussi à nos côtés. Vous visez quasiment les étoiles, entre guillemets, avec votre Gigafactory de 150 hectares, 2000 emplois et 1,2 milliard d'euros d'investissement. Comment on atteint une telle somme? Est-ce que c'est beaucoup sur des financements européens ou pas? C'est une excellente question. Alors malheureusement, je ne suis pas le meilleur dans l'équipe de Verkor pour répondre très précisément à ça. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience entrepreneuriale avec Raphaël, qui est présent aujourd'hui. Et on est passé par tous ces questionnements de financement, mais évidemment pas à ces ordres de grandeur. Chez Verkor, il y a des profils plus financiers que moi, heureusement. 3 personnes qui sont passées par des fonds d'investissement, y compris corporate. Nicolas, il en parlait il y a un instant. Nous, Sylvain, il est passé par le fonds corporate de Schneider, et puis Anna, celui de l'Alliance Venture Renault-Nissan. Et donc, qui vont s'occuper de cette partie-là dans le temps. Donc, je vais pas. Voilà. Mais pour donner plutôt une direction qu'aurait eu une réponse claire, nous, notre idée, c'est contrairement à ce que tu sous-entends un peu, et puis ce dont on a parlé un petit peu avant avec Elisabeth, évidemment, pour 1 milliard, on ne va pas pouvoir s'appuyer que sur des seuls fonds publics. On va travailler sur des appels à projets français, européens, mais pas à la hauteur du milliard d'euros dont on aura besoin. On va aller, comme le disait Nicolas, aller chercher des fonds de capital risque qui sont à même de prendre le risque avec nous, nous accompagner sur chemin de créer une industrie pérenne. Et puis voilà. Et évidemment, on va aussi s'appuyer sur les banques. Le point avec ces 2 types de financement, les corporate ventures ou les VC plutôt de capital risque, et les banques, c'est de viser forcément une société et un modèle qui est rentable et qui est évidemment le but premier de Verkor. Alors pour faire le lien justement avec ça, Raphaël Meyer, on évoquait aussi lors de la présentation de cette table ronde la logique du time to market qui sera importante autant du côté des investisseurs que aussi du modèle économique qu'il y a à penser derrière la solution. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus? Comment ça s'inscrit dans le modèle économique à développer pour ces clean tech? C'est effectivement une logique que nul entrepreneur ne doit jamais oublier, quel que soit le domaine d'ailleurs et quelle que soit la forme, la stratégie, c'est la logique à terme est bien de vendre des solutions et d'atteindre la rentabilité avec, plus ou moins forte en fonction de ce que, évidemment, l'on choisit dans ces statuts. Le cas échéant, on peut tout à fait décider que cette rentabilité est nulle et le sera pour toujours, mais à minima que, évidemment, les ventes compensent les charges. Et ça doit être toujours un sujet fondamental. Certains systèmes, comme le système helvétique, par exemple, se gargarisent du fait qu'il n'y a presque aucune aide publique. Débrouillez-vous, le marché, finalement, est là pour vous financer. Et cette logique, effectivement, d'aller rapidement à vendre des solutions, de montrer ce qu'on appelle une traction commerciale, est saine sur à peu près tous les leviers classiques. C'est sain également au niveau des financements publics. Et bien entendu, ça va être tôt ou tard demandé dans une logique de levée de fonds. Je vais me permettre d'ailleurs de faire peut-être un petit pas en arrière, puisque là, on a beaucoup parlé de
de start-up tech à composante plutôt hardware, matériel, mais n'oublions pas tous les écosystèmes extrêmement larges de start-up qui sont plus 100% digital, on va dire. Le hardware et le digital se rejoignent, bien entendu, mais il y a énormément d'innovation là-dedans aussi. La contrainte qu'on va trouver dans le secteur des clean tech, mais comme ailleurs, c'est aussi un moteur d'innovation. Parce que sans contrainte, on n'a jamais de problème. Si on n'a jamais de problème, on n'a jamais de solution. Si on n'a jamais de solution, on n'a jamais d'innovation. Donc, n'oublions pas toutes ces structures également qui vont se battre dans la même dimension pour une société du tech for good. Et l'enjeu de l'énergie, on va pouvoir le trouver dans les calculs que nécessite telle ou telle application. On va les trouver dans la logistique pour une place de vente en ligne. On va la trouver aussi dans comment est-ce qu'on construit tout ça dans un enjeu social. Et donc, il y a aussi pour toutes ces structures, dernièrement, French Tech India a lancé Cop Venture pour les sociétés coopératives, qui est aussi une autre façon d'envisager l'entreprise. Tous les freelanceurs, bref, pour toutes ces personnes, effectivement, la logique va être la même. Et de pouvoir aller rapidement sur tester son marché et pouvoir en montrer le potentiel de traction, ça se travaille au niveau d'un écosystème. Et on a la chance, effectivement, qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il est particulièrement riche. Et la logique aussi d'aller s'inspirer, et on peut aux candidates et candidats qui en souhaitent tout le succès du concours 10 000 startups, de se rapprocher des anciens lauréats, des personnes qui sont ici et ailleurs, et d'aller y trouver leur inspiration. Justement, sur le volet de Tech for Good, on pense aux investisseurs, aux subventions, mais j'ai envie de demander à Elisabeth si finalement, ce n'est pas le bon moment aussi pour démarrer toutes ces transitions. On a l'impression que la transition écologique, qui était jusqu'ici un vœu pieux, se concrétise vraiment maintenant pour tout le monde, y compris pour ceux qui peuvent venir aider au financement d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait. Je pense que la crise a eu cet effet de mettre un énorme coup d'accélérateur sur justement la réflexion en disant mais finalement où sont les secteurs stratégiques français et ceux sur lesquels on veut aujourd'hui investir. Et il en est sorti clairement 3 qui sont la santé pour les raisons que vous connaissez, qui sont le numérique et l'énergie. Donc une fois que ces 3 piliers fondamentaux secteurs stratégiques de la France sont posés, on a clairement l'ambition et le pays en tout cas souhaite engager justement tous les leviers pour que cette stratégie d'accélération se mette en place. Et effectivement, dans les stratégies d'accélération, il y a à la fois continuer à pousser sur la R&D, pousser sur l'investissement au niveau recherche et autres, et puis à un moment donné faire monter en puissance des acteurs au niveau volumétrie pour que finalement on dispose de l'outil industriel qui soit présent. Et effectivement, maintenant, sur un certain nombre de secteurs, on voit ces choses se mettre en place. On parlait des batteries, on a la partie hydrogène aussi qui est maintenant bien ancrée. On travaille aujourd'hui pour retravailler le sujet du solaire en disant est-ce que l'énergie renouvelable, et en particulier le solaire, est un secteur qu'on doit maîtriser. Et quand on dit qu'on doit maîtriser, c'est-à-dire qu'on remonte toute la chaîne de valeur jusqu'à la production des composants, des cellules et en intégrant évidemment des logiques de performance, mais aussi de volumétrie nécessaires. Donc aujourd'hui, la question est vraiment très posée, très au niveau du débat. Certains secteurs ont déjà été, on va dire, engagés. Et la réflexion vraiment se pose sur tous les secteurs. L'enjeu, c'est vraiment par contre de faire monter tous ces volets-là en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va tout d'un coup fabriquer des grandes usines pour être immédiatement compétitif et servir nos marchés, sans en même temps continuer à alimenter la machine R&D, innovation, parce que sinon, dans 2 ans, on se retrouvera perdu. Donc voilà, et j'insiste aussi sur ce que disait Gilles. Quand on dit investir dans un outil industriel, ça veut dire aussi investir dans un outil industriel extrêmement compétitif en tant que tel. Et ça veut dire de l'industrie 4.0, du numérique, voilà, toutes ces technologies qui aujourd'hui sont essentielles à notre compétitivité. Et d'où ces projets de Gigafactory. Exactement. Alors peut-être pour ajouter aussi un mot sur ce contexte, Nicolas, chez Sylfen, il y a ce plan hydrogène dont on vient de parler qui a été annoncé par le gouvernement et qui a mis un gros focus sur votre filière. Ça va vraiment vous servir à peut-être aller chercher des investisseurs aussi et développer plus facilement votre modèle, entre guillemets?
Alors oui, le plan hydrogène, c'est vraiment un coup d'accélérateur incroyable. Pour moi qui suis dans l'hydrogène depuis presque 20 ans, euh, voilà, on a vu les technologies se développer, on a vu les technologies maturer, devenir des vrais produits, et puis toujours cette espèce de débat interminable en disant mais ça c'est des trucs de recherche, ça sortira jamais, etc. Et d'un seul coup, on a eu une accélération avec un basculement, une prise de conscience, et la prise de conscience que tous ces travaux depuis des dizaines d'années qui ont été faits dans un objectif de transition énergétique, de relocalisation de la filière énergétique aussi, parce que c'est un élément essentiel, ça porte ses fruits. C'est maintenant des technologies matures et elles peuvent apporter ce pourquoi elles ont été faites, c'est-à-dire une croissance verte finalement à l'échelle de l'Europe. Donc tous les pays européens ont développé des grands plans sur l'hydrogène, la France en particulier, et c'est vrai que ça a fait basculer dans l'esprit de beaucoup de gens cette technologie du statut de oui, peut-être un jour, à une solution d'aujourd'hui. Alors évidemment, les plans actuels sont principalement focalisés autour de la production d'hydrogène pour l'industrie et pour les transports. On va dire c'est un état intermédiaire du développement de la filière. Le gros enjeu aujourd'hui, ça va être d'aller déployer ces solutions hydrogène partout dans tous les usages. Le gros intérêt de l'électrolyse de l'eau, c'est que c'est une petite machine qu'on peut mettre absolument où on veut pour peu qu'on sache l'alimenter avec du courant électrique. Le courant électrique, avec notamment le solaire, on peut le produire partout, sur tous nos territoires. Ce n'était pas le cas du pétrole. Le pétrole, il fallait aller le chercher à l'endroit où il était, dans des puits de pétrole. On n'avait pas beaucoup en France. On n'avait pas de pétrole, on avait des idées. On est allé en chercher en mer du Nord, on est allé en chercher voilà, offshore, un peu partout dans le monde, et avec une énorme infrastructure industrielle pour ensuite aller rapatrier toute cette énergie sur le territoire. Et moi, je trouve aujourd'hui un peu dommage dans la façon dont le plan est aujourd'hui structuré, d'une certaine manière, qu'on décalque l'industrie pétrolière pour faire l'industrie de l'hydrogène, en allant finalement externaliser des gros sites de production, en envisageant que tout l'hydrogène soit transporté par bateau tout autour du monde, pour ensuite aller amener des gros sites de production, de consommation. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de développer aussi la filière hydrogène locale, basée sur les énergies renouvelables en circuit court. Tous les outils techniques plaident vers ce type de solution en local. Voilà. Après, c'est une question de modèle économique. Et les modèles économiques, voilà, on peut les inventer autour du patrimoine immobilier, des infrastructures urbaines, périurbaines, des collectivités locales, des régions, et avoir des modèles économiques qui sont à la fois performants d'un point de vue retour sur investissement, qui sont durables, et évidemment qui sont peut-être moins favorables aux très grandes entreprises qui ont pris l'habitude de modèles économiques ultra centralisés. Alors, juste avant de conclure, malheureusement, on s'approche de la fin de notre table ronde ensemble. On a parlé du défi des licornes, entre guillemets, et des aspirantes licornes, mais il y a aussi le défi pour des collectivités, des territoires, de les attirer. Juste quelques mots avant de conclure. J'aimerais bien voir avec Gilles, notamment de Vercors. On voit l'effervescence qui est provoquée autour de votre projet de Gigafactory du côté de différentes collectivités. Pour ne pas les citer, il y a l'Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc., qui avaient très envie de vous accueillir, et vous avez annoncé l'existence d'une shortlist de 7 sites pour normalement accueillir ce projet de Gigafactory. Est-ce que le positionnement de ces collectivités va être déterminant pour vous dans un projet comme celui-ci et une aide particulière? Oui, c'est sûr que les collectivités sont des parties prenantes très importantes dans un projet comme le nôtre. On a eu la chance d'avoir des discussions très tôt au plus haut niveau national, mais aussi rapidement avec les préfets, les présidents de région, certains maires. Et donc, quand on regarde un site, tu parlais, en effet, on a une shortlist. Voilà, quand on regarde les sites, on regarde techniquement, ce qui est déjà un gros travail, mais aussi en termes de bassin d'emploi, d'écosystème local. Et donc, l'écosystème local dont on parle aujourd'hui, typiquement sur la région, c'est vraiment une clé de ce type de décision. Ce
qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une guerre des talents qui va faire rage en Europe sur le domaine des batteries. Donc, il y a eu les récentes annonces de Volkswagen. Il y a nos collègues suédois de Northvolt qui ont du mal à attirer des talents tout au nord de leur pays. Donc, la formation, ça va être clé. Et d'ailleurs, on en parle au plus haut niveau dans les stratégies filières nationales. Donc, dans ce cadre-là, l'écosystème régional dont parlait Elisabeth en introduction, et puis plus particulièrement grenoblois, donc moi je suis un pur produit, avec ces grandes entreprises techno, avec ces écoles d'ingénieurs, avec les laboratoires, mais enfin, son histoire dans l'écologie et dans l'énergie propre, c'est un terrain super fertile pour une société comme Verkor et pour toute la filière. Donc, c'est sûr que voilà, sans être capable aujourd'hui de répondre sur quelle région on va plutôt privilégier, on a forcément ces problématiques d'écosystème qui vont être prises en compte dans notre décision. Malheureusement, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de réagir avec nous ce matin autour de cette table ronde. On se retrouve demain avec un nouveau live en direct de Montpellier sur le sujet de la cybersécurité. En attendant, bonne journée à tous.